Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors c'est vrai qu'on a tous souffert, tant ceux qui les organisent que ceux qui les pilotent ou qui y participent, de réunions inefficaces. Et ça pour de multiples raisons. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais présenter et commenter un livre qui m'a paru très intéressant, car très opérationnel, tout en s'appuyant sur des données factuelles et une démarche scientifique. Ce livre, c'est The Surprising Science of Meetings de Steven Ruggelberg. Commençons par une brève présentation du livre et de son auteur. Ce livre est rapide à lire, il fait moins de 200 pages. Il comprend 3 parties. Une première partie qui pose le problème des réunions de manière originale, une seconde partie qui, thème après thème, donne des solutions, et une troisième partie, un peu une annexe, qui propose des outils très opérationnels, des checklists et autres. Notez que chacun des chapitres de la seconde partie, en fait les solutions, se conclut systématiquement par une courte liste de « à emporter », en fait les points à retenir. Qui est Steven Ruggelberg ? C'est un docteur en psychologie des organisations qui est professeur à l'Université de Caroline du Nord, et en fait il a consacré les 20 dernières années à étudier scientifiquement les réunions. Passons maintenant aux enseignements du livre. Alors, ça commence par un état des lieux. Pour commencer, l'auteur cite un chiffre pour le moins décapant. En 2014, le coût annuel des réunions aux États-Unis a été de 1400 milliards de dollars, soit 8,2% du PIB. Et il estime que plus de 15% de ce montant, c'est-à-dire environ 250 milliards, a été gaspillé. Et en plus, les entreprises sous-estiment le coût des réunions. Le temps consacré aux réunions augmente, et c'est particulièrement vrai pour celles qui impliquent le top management, la direction générale et autres. Mais pour Ruggelberg, les réunions ne sont pas par principe négatives ou inutiles. Elles ont aussi un rôle important, tant pour faciliter les prises de décision que pour favoriser l'homogénéité entre les équipes. Alors, ne pas supprimer les réunions, mais les améliorer. Et bien sûr, Ruggelberg propose d'utiliser les résultats de recherche scientifique. Ce chapitre commence par quelques citations d'auteurs d'économistes. Il y en a une qui m'a particulièrement fait sourire, c'est « Si je dois mourir, j'espère que ce sera pendant une réunion, car de toute façon, la transition vers la mort sera tellement discrète, subtile. » Plus sérieusement, voyons pourquoi il ne faut pas supprimer les réunions. En fait, les réunions permettent de 1. Apporter aux employés des informations essentielles. 2. Créer de l'attachement les uns envers les autres. 3. Ne pas se sentir seul, isolé dans son silo. 4. Créer une compréhension partagée des challenges, des opportunités. 5. Confronter des idées, confronter des opinions qui ensuite permettront à chacun d'être plus efficace. Et en outre, elles fournissent aux leaders, aux managers, des moments pour faire partager leur vision, inspirer, impliquer leurs équipes. Quand on parle de science, en fait, les chercheurs étudient les réunions de 2 manières. Alors, par des études sur le terrain, dans le réel, et aussi par des études en laboratoire pour analyser l'efficacité des réunions, selon le nombre de participants, le mode d'échange, le contenu des ordres du jour, la durée, la planification, etc., etc. Alors, à mon avis, c'est vrai que déjà on a toujours tendance à piloter les réunions de la même manière, quelle qu'elle soit, et souvent sans aucune base théorique. Chapitre suivant. Il faut analyser d'un œil critique sa propre capacité à animer des réunions. L'expérience vécue par l'animateur est fondamentalement différente de celle vécue par les participants. Et d'ailleurs, en général, l'animateur a tendance à surestimer ses capacités d'animation. Alors il faut être un peu humble, et puis il faut identifier ce qu'on fait mal pour arrêter de le faire, ce qu'on fait bien pour continuer à le faire, et ce qu'on ne fait pas encore, mais qu'on devrait faire. Pour essayer de sentir un peu notre capacité, pendant les réunions, est-ce que les participants sont scotchés à leur téléphone ? Est-ce que certains parlent tout le temps alors que d'autres sont dans leur coin et ne s'expriment pas du tout ? Et puis, au fond de vous-même, avez-vous l'impression de maîtriser la réunion ? L'auteur propose 2 solutions. Première solution, adopter une attitude de ce qu'il appelle leader-serviteur, c'est-à-dire de celui qui partage l'information et qui va aider les autres. 2. Il faut se former à l'animation, à la gestion de réunion, ne serait-ce que pour en connaître les bonnes pratiques. Mon avis, il est clair que la plupart d'entre nous sommes mauvais
ou disons pas très bon pour être charitable, dans l'animation des réunions. Car souvent, on n'a pas pris le temps de se former, alors qu'en fait le coût cumulé des réunions est une charge importante pour nos entreprises. Chapitre suivant. La durée des réunions. Alors il commence par proposer, et pourquoi pas 48 minutes. Alors c'est un peu un clin d'œil. Il évoque en fait la loi de Parkinson qui déclare que tout travail va s'étirer pour occuper le temps qui lui est affecté. Et ça c'est vrai aussi pour les réunions. Si vous avez planifié une réunion de 60 minutes, elle va durer 60 minutes, même si cela ne se justifie pas. L'auteur propose des solutions. Commencez par réduire la durée de vos réunions de manière douce. Après avoir fait une estimation du temps nécessaire selon l'ordre du jour que vous avez mis au point, réduisez le temps de 5 à 10%. Deuxième solution. Dans certains cas, n'hésitez pas à recourir aux réunions ultra rapides, comme un peu le font les militaires, les services de sécurité comme les pompiers ou les services d'urgence. Cela a deux mérites. 1. L'ordre du jour sera très resserré, ce qui va faciliter la réussite de la réunion, et aussi améliorer l'attention des participants, parce qu'elle n'aura aucun problème à se maintenir pendant, disons, une quinzaine de minutes. C'est une technique qu'utilisait par exemple la PDG de Yahoo. Mon avis. C'est vrai, d'expérience, les réunions de plus d'une heure ont une fâcheuse tendance à partir dans tous les sens et à lasser tant l'animateur leader qui sait plus comment se dépatouiller que les participants. Chapitre suivant. Que faire de l'ordre du jour ? Si tous les manuels de management insistent sur l'importance d'avoir un ordre du jour, l'auteur a constaté par sa démarche scientifique qu'en fait ça fait pas la différence. Pour lui, ce qui fait la différence, c'est le travail de réflexion en amont et en fait l'ordre du jour, et que l'ordre du jour ne soit pas figé dans le temps pour une réunion par exemple régulière, hebdomadaire. Il propose quelques solutions. 1. Impliquer les participants en leur demandant en amont les points qu'ils souhaitent eux voir abordés. 2. Dans la réunion, commencez par les sujets importants et par ceux qui ont été proposés par les participants. 3. N'hésitez pas à assigner certains points de l'ordre du jour à certains participants. 4. Ne pas utiliser le même ordre du jour de réunion en réunion sans le modifier. 5. Affecter à ceux qui n'ont pas participé, pour une réunion donnée, un point de l'ordre du jour lors de la prochaine réunion. Mon avis, cette histoire d'ordre du jour, c'est un des points majeurs pour avoir des réunions réussies. Et les recommandations que fait Rogelberg me paraissent vraiment très pertinentes. Chapitre suivant. Limiter le nombre de participants. En fait, réunir plus de participants pourrait faire penser qu'on bénéficiera de plus d'idées, de ressources, en clair de cerveau, et que tout cela va avoir un effet positif. Or, en fait, au contraire, ajouter des participants réduit l'efficacité, pour un tas de raisons. Ça peut être l'encombrement du temps de parole, la logistique. D'ailleurs, le cabinet Bain, le cabinet de conseil en stratégie Bain, a conduit une étude qui faisait ressortir que le nombre optimal de participants à une réunion était de 7. Mais attention, réduire le nombre de participants, il faut aussi faire attention à ce que ceux qui ne seront pas conviés ne se sentent pas exclus. L'auteur propose quelques solutions. 1. Analyser l'ordre du jour pour déterminer quels sont les participants indispensables, soit parce qu'ils seront des décideurs, soit parce qu'ils seront directement concernés. 2. Pendant une réunion, tout le monde ne doit pas être là tout le temps. Ventiler l'ordre du jour en séquence, pendant lesquelles certaines personnes vont participer, puis ensuite laisser la place à d'autres. 3. Pour ne pas exclure certains, qui ne seront de toute façon pas conviés à la réunion, il faut les consulter en amont de la réunion. 4. Il faut prendre des notes de qualité, qui ensuite pourront être diffusées de manière transparente à ceux qui, bien qu'étant concernés, n'étaient pas présents. Mon avis, ce travail en amont et en aval est un vrai plus, et il est même indispensable. Chapitre suivant. N'offrez pas trop de confort pendant les réunions. En fait, il s'agit de casser la routine dans laquelle on a tous tendance à s'installer. Attention par exemple aux fauteuils trop confortables, aux places qui seront toujours les mêmes autour de la table. Là encore, l'auteur préconise des solutions simples à mettre en œuvre. 1. Le leader de la réunion fait attention à ce que les personnes ne s'asseyent pas systématiquement à la même place. Il peut même laisser une chaise vide. Ça, c'est une technique qui est utilisée chez Amazon pour symboliser le client absent. 2.
Il ne faut pas hésiter à changer de lieu de réunion dans le cas d'une réunion régulière. 3. On peut aussi faire la réunion en marchant. C'est un format qui est très utile et efficace pour les réunions dont l'ordre du jour ne contient qu'un sujet et qui bien sûr ne durera pas longtemps. 4. Faire la réunion debout. Une étude menée par l'Université de Saint-Louis, en étudiant 54 réunions de 3 à 5 personnes, a montré que, debout, la collaboration était meilleure, que les participants s'engageaient plus. Mais attention, il ne faut pas que la réunion soit longue, il faut qu'elle soit au maximum de 15 minutes. Et un point de détail, il faut faire attention à la disparité de taille entre les participants. Un participant d'1m60 peut être gêné d'être à côté d'une personne d'1m90 par exemple. Alors pourquoi ne pas proposer aux gens de s'asseoir sur des tabourets? Mais attention, sans table. Mon avis, c'est que c'est certainement des solutions qu'il faut tester. Il faut y aller doucement, mais ça vaut le coup de les tester. Chapitre suivant. Supprimer les énergies négatives dès le début de la réunion. Les études le montrent, un état d'esprit négatif est contagieux et il va polluer la réunion. A contrario, une atmosphère positive va favoriser la résilience, le bien-être, la créativité. Or, le leader, l'animateur de la réunion, est la personne la mieux placée pour influencer cet état d'esprit. Parmi les recommandations de l'auteur. 1. Créer une rupture entre ce que les participants faisaient avant la réunion et ce qu'ils vont faire lors de la réunion. Pour ce faire, saluez les arrivants par exemple. Offrez-leur si vous voulez à boire, à manger, voire les deux. 2. Pourquoi ne pas bannir mobile, tablette, ordinateur portable, de manière à empêcher le multitâche qui de toute façon va polluer la réunion. 3. Attention à démarrer la réunion sur le bon pied. Attention à ce que vous dites au début. Puis aussi, montrez aux équipes que vous reconnaissez leur réalisation. Mon avis. C'est une évidence, mais en fait, qui d'entre nous y pense vraiment lorsqu'il démarre une réunion? Chapitre suivant. Encourager le silence. L'hypothèse de départ est que si les participants à une réunion arrêtaient de parler pendant un moment, ce serait un plus. C'est particulièrement vrai pour les phases où il faut générer des idées nouvelles, ou alors pendant lesquelles il faut évaluer une idée ou un projet qui est proposé. De cette manière, il sera plus facile de prendre en compte l'avis de tout le monde. Alors, bien sûr, cette technique ne s'applique pas à tous les types de réunions. Comment s'y prendre? L'auteur propose 2 techniques. Alors, ce qu'il appelle le brainwriting, les participants gardent le silence et doivent noter leur idée par écrit sur des post-it par exemple, avant de les partager avec les autres. Ou bien, la lecture silencieuse. Les participants n'écoutent pas une présentation de la proposition ou de l'idée qui est faite. En fait, ils lisent la proposition ou la description de l'idée. Chapitre suivant. Le cas spécifique des réunions audio. Alors tout d'abord, les réunions par audioconférence sont des réunions, donc elles s'apparentent aux réunions aussi en face à face. La plupart des points de vue vus précédemment restent pertinents. Mais les réunions audio ont des inconvénients. 1. Elles favorisent les malentendus entre les participants. Elles favorisent aussi la paresse de certains qui vont faire autre chose pendant la réunion. 2. Elles sont plus complexes à animer et elles demandent au leader d'être très attentif, très actif, beaucoup plus que dans le cas d'une réunion en face à face. Quelques astuces. Pour éviter la non-implication, désactivez le bouton silence. 2. Si vous dépassez 5 participants, faites des sous-groupes de moins de 5 personnes. Et faites-les se réunir entre eux pour discuter du problème, générer des idées, trouver des solutions. Puis chaque sous-groupe désigne un représentant qui va se réunir avec le leader de la réunion et les représentants des autres sous-groupes. Mon avis. Les réunions audio sont une galère à gérer et peuvent se révéler dangereuses. J'ai souvenir d'une réunion que j'avais animée de l'étranger alors que la plupart des participants étaient dans nos locaux en France. Et cette réunion a engendré une crise dans l'entreprise à cause de maladresses que j'ai commises, car à distance, je ne percevais pas le ressenti des personnes. En conclusion, je dirais que ce livre est intelligent, pertinent. En plus, il est rapide à lire, et dans sa dernière partie, annexe, il contient des fiches recettes que vous pourrez aisément appliquer. Pour avoir animé des milliers de réunions dans ma vie de chef d'entreprise, je suis convaincu que si j'avais appliqué certaines des recommandations du livre, j'aurais gagné du temps et j'aurais été beaucoup plus efficace. Ah, une petite remarque. Je vous conseille vivement d'acquérir ce livre, idéalement en format numérique, pour un prix très modique de l'ordre d'une dizaine d'euros, car cela vous permettra d'exploiter aisément les outils qui sont fournis en annexe. Voilà.
J'en ai terminé avec ce podcast qui est un petit peu long. J'espère que ça vous a donné à réfléchir, puis surtout que ça vous donnera envie de lire ce livre. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.